Saviez-vous que les États-Unis n'ont pas été la première démocratie d'Amérique du Nord? C'est nous, les Mohawks et 4 autres tribus, qui avons créé la Grande Loi de la paix. Cette démocratie fut établie par les Mohawks, les Oneida, les Onondaga, les Cayugas et les Sénéca. Nous nous désignons sous le nom de Haudenosaunee, signifiant le peuple de la Maison Longue. Pourtant, les Français nous appelaient la Confédération iroquoise. La Confédération Haudenosaunee existe encore aujourd'hui, avec l'inclusion de tribus supplémentaires, mais notre impact est presque absent des livres d'histoire. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et même Frédéric Engels et Karl Marx ont été influencés par la structure de notre gouvernement. La Grande Loi de la paix établissait un gouvernement fédéral doté d'autorité sur les tribus membres, d'un pouvoir législatif, d'un pouvoir exécutif, d'un droit de veto, ainsi que des libertés de parole, de presse et de religion. Alors, si les États-Unis ont repris notre modèle de démocratie et notre théorie de pacification inter-États, comment avons-nous pu nous retrouver confinés dans des réserves? Bienvenue sur Écho du temps, où nous explorons les racines profondes de la démocratie et les défis historiques des nations autochtones d'Amérique du Nord. Je suis Ty Leclerc, et c'est l'histoire des peuples autochtones d'Amérique. Et vous découvrirez comment des promesses éternelles ont été brisées, menant à une lutte continue pour la justice et la reconnaissance. Avant de répondre à la question des réserves, nous devons remonter à la Constitution américaine, et ce, à cause des traités. Laissez-moi vous expliquer. Le terme « indien » apparaît 3 fois dans la Constitution. La première mention sous-entend que les Indiens ne sont pas des citoyens, puis, à nouveau plus tard dans le 14e amendement. Mais la 3e mention déclare que le Congrès a le pouvoir de réglementer le commerce avec les tribus indiennes, reconnaissant ainsi la souveraineté des Indiens à se gouverner eux-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Beaucoup l'interprètent comme signifiant que les tribus indiennes sont des nations souveraines. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent négocier avec les tribus que par le biais de traités. Ces négociations nécessitent l'approbation du Congrès. Cependant, tout accord de ce type peut être contesté, et dans ce cas, est soumis à la Cour suprême. C'est complexe, n'est-ce pas? Mais voici ce qu'il faut retenir. Le gouvernement fédéral a négocié des traités avec de nombreuses nations indiennes, du moins jusqu'en 1871. Les décisions historiques de la Cour suprême concernant les traités, la Constitution et le droit indien ont établi 2 choses principales. Premièrement, le Congrès dispose d'un pouvoir assez étendu sur les nations indiennes. Et deuxièmement, le pouvoir judiciaire a également le pouvoir de contester les mauvaises politiques. Vous avez probablement remarqué que j'utilise le terme « indien ». C'est parce qu'Indien est un terme légal pour nous, tout comme Indian Country est un terme légal pour toutes nos terres, à l'exception des terres autochtones d'Alaska. Nous sommes le seul groupe racial qui est aussi une entité politique. Les États-Unis entretiennent une relation de nation à nation avec les tribus depuis près de 250 ans, et durant cette période, ils ont acquis environ 6 millions de kilomètres carrés de nos terres. Les nations tribales sont à la fois confinées dans des réserves au sein de l'Indian Country et légalement dépendantes du gouvernement fédéral. Divers traités décrivent un échange de terres contre la promesse de droits, ainsi que de soins de santé, d'éducation et de bien-être social à perpétuité. Que s'est-il passé? Ces traités étaient-ils les pires accords de tous les temps? Eh bien non. Alors, pourquoi ces traités ne sont-ils pas respectés? Les traités, bien que juridiquement valides, présentaient de nombreux problèmes au moment de leur rédaction. Principalement, beaucoup de traités ont été conclus après ou sous la menace de la guerre, car, soyons clairs, les tribus ne laissaient pas les Blancs entrer de leur plein gré. Nous avons des registres de guerre et de bataille, débutant dans les années 1600 et se poursuivant jusqu'en 1923. Prenez un instant pour visualiser ces événements. Ensuite est venue la question de la traduction.
Les traducteurs, et encore moins les traducteurs précis, étaient rares. Ce qui était voulu et ce qui était écrit étaient parfois deux choses distinctes, qui se réglaient devant les tribunaux ou sur le champ de bataille. Mais au final, la grande majorité des traités pouvaient être interprétés ainsi. Si les Indiens signaient un traité, ils pouvaient chasser, pêcher et vivre comme ils le souhaitaient, mais sur une zone qui leur était réservée, une réserve. En échange, ils renonçaient à leur base territoriale actuelle, garantissant que le gouvernement fédéral continuerait à prendre soin d'eux. Puisque l'Amérique a capitalisé sur nos ressources de 1778 à 1871, le gouvernement fédéral a ratifié plus de 370 traités avec les nations tribales, et on peut affirmer que tous ont été violés. Jetons maintenant un coup d'œil aux réserves d'aujourd'hui et à quelques statistiques actuelles les concernant. On y observe souvent de faibles revenus, des taux d'incarcération élevés et un accès limité à l'eau potable. Sans oublier leur emplacement, souvent éloignés des grandes infrastructures publiques ou même des villes. Ce ne sont pas les statistiques d'un peuple dont on prend soin. Les Indiens ont signé ces traités, en partie pour assurer l'avenir de leurs descendants. Depuis lors, nous nous battons et nous nous engageons dans des litiges pour que l'Amérique respecte ses promesses de traités et nos cultures et modes de vie. La première série d'affaires qui a validé nos promesses de traités est connue sous le nom de Marshall Trilogy. De ces affaires est née la doctrine de la responsabilité fiduciaire fédérale, signifiant que puisque les tribus possèdent une souveraineté inhérente sur leurs terres et leur gouvernance, si le gouvernement fédéral prend leurs terres par traité ou autrement, elles doivent être compensées par des services essentiels aux peuples indiens, ainsi que par la protection des terres et des ressources indiennes. Cela fait des tribus des nations domestiques dépendantes. Cela semble logique, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour les autres branches du gouvernement. Le département de la guerre du pouvoir exécutif a créé le Bureau des affaires indiennes pour mettre en œuvre les politiques de la destinée manifeste. La destinée manifeste est l'idée que les Euro-Américains étaient destinés à coloniser tout le continent, ce qui a ouvert la voie au Congrès pour adopter d'autres pratiques de déplacement des Indiens. Par exemple, la loi de 1830 sur le déplacement des Indiens, qui autorisait le président à réserver des terres à l'ouest du Mississippi pour les tribus vivant dans le sud, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de territoire indien. Ces nouvelles règles ont conduit à la piste des larmes, une marche de la mort génocidaire qui a forcé 60 000 membres de tribus à quitter leurs terres du sud pour s'installer dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma. Pour nous aider à comprendre, nous accueillons Jessica Imotiche, membre de la tribu Chickasaw basée en Oklahoma. Son arrière-grand-père, M. V. Cheadle, est né dans le territoire indien et a siégé à la dernière législature originale de la tribu de 1905 jusqu'à la création de l'État en 1907. Bonjour Jessica, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider, ainsi que les téléspectateurs, à comprendre ces traités? Nous avons cette promesse à perpétuité que notre peuple sera pris en charge, non pas seulement pour cette génération, mais pour toujours. Et cela inclut l'éducation, les soins de santé, le logement, tout ce qu'il faut pour faire d'une personne une personne en bonne santé. La question est donc de savoir comment pouvons-nous encore tenir le gouvernement fédéral à sa parole. Après la loi sur le déplacement des Indiens, le Congrès a adopté la loi sur les crédits indiens. Il y a eu 4 versions de cette loi, toutes codifiant essentiellement le système de réserve. Pour que de nombreux membres de tribus obtiennent leur parcelle de terre et adoptent un nom de famille, Leclerc, nous en parlerons dans un épisode ultérieur, on leur a donné un quantum sanguin ou un test de pureté autochtone. Cependant, lorsque des non-autochtones achetaient des terres aux Indiens, ils n'avaient pas à respecter les règles tribales ni n'étaient soumis aux tribunaux tribaux. Si vous vous souvenez de notre premier épisode, c'était un problème considérable pour les tribus de maintenir la sécurité de leurs citoyens.
C'était beaucoup d'informations, et vous pourriez penser que les réserves sont vraiment une mauvaise chose. Mais nous n'avons pas encore expliqué pourquoi les réserves sont importantes pour les Amérindiens. Pour nous aider à répondre, retrouvons Jessica. Je pense que si vous demandez à une personne autochtone ce qu'est ou ce que signifie sa réserve pour elle, vous entendrez de nombreuses réponses différentes. C'est la cérémonie, c'est la communauté, c'est la beauté et l'amour. Et parfois, c'est le traumatisme et la douleur. Ce sont toutes ces choses. Et je pense que c'est ce qui rend la vie en réserve si incroyable. C'est la tapisserie de qui nous sommes. Alors, d'après votre travail, comment les Amérindiens peuvent-ils faire face au pouvoir? Je pense au recensement et au vote comme à un mariage. Vous êtes compté, vous êtes reconnu, vous êtes vu, vous avez une voix. Il s'agit donc de pouvoir, de représentation, de pouvoir et de gouvernance. Mais il s'agit aussi d'argent. C'est ce qui détermine le financement fédéral. Maintenant, nous avons le pouvoir d'élire des dirigeants qui croient au respect des traités, qui disent « Oui, nous allons nous asseoir et vous rencontrer face à face, et nous allons discuter de vos besoins. » Nous savons, en tant que peuple amérindien, que nous pouvons gérer au mieux des choses comme la santé, l'éducation, le logement, toutes ces choses pour nous-mêmes et pour notre peuple. Mais c'est la responsabilité et le devoir du gouvernement fédéral de fournir le financement nécessaire pour ce faire. Et c'est une partie de ce que signifie le respect de ce traité. Ainsi, si l'on considère certains des problèmes liés à la conception des réserves, l'isolement, le faible financement et une méfiance bien compréhensible envers tout gouvernement, l'accès au vote et au recensement est incroyablement difficile. Les États contrôlent les règles de vote, mais les réserves sont techniquement sous juridiction fédérale et dépendent souvent de ressources fédérales et non étatiques. Les boîtes de dépôt de bulletins de vote sont rares dans l'Indian Country, parfois à des centaines de kilomètres. Les lieux de vote sont les mêmes, nécessitant souvent une journée entière de congé, une voiture ou parfois même un cheval pour voter. Donc, bien que n'ayant pas pu voter légalement avant 1924 ou même 1958 dans des États comme l'Utah, l'Indian Country possède une organisation politique très forte, non seulement dans les urnes, mais aussi devant les tribunaux. Que se passerait-il si les gouvernements étatiques et fédéraux respectaient ces traités comme la loi suprême du pays, comme cité dans la Constitution? À quoi cela ressemblerait-il? Les clôtures empêchant la migration inter-États des élans, des cerfs, des bisons et d'autres obstacles à la chasse seraient supprimées. Les écoles, les hôpitaux et les infrastructures des réserves seraient bien meilleures qu'ils ne le sont actuellement. Prenons l'exemple des services de santé indiens. Un rapport fédéral a estimé qu'environ 51 milliards de dollars sont nécessaires pour fournir des soins adéquats à tous les patients. Et avant que vous ne soyez choqués par ce chiffre, le budget américain paie près de 10 fois ce montant en intérêts sur des emprunts. Mais nos traités ne mentionnent pas de dépenses déficitaires. Ils promettent aux tribus des soins de santé, l'éducation, la souveraineté, la chasse, la pêche et la culture, tant que l'eau coule et que l'herbe pousse. Merci d'avoir regardé.